De la perte de contrôle d'une seule télécommande, de points de sauvegarde à l'humiliation par un train, voici les moments où l'homme le plus intelligent de l'univers s'est fait avoir. Bouclé, manipulé et laissé en plan. À partir du moment où Morty a eu le contrôle total de la chronologie, tout a commencé avec une stupide cuve d'acide. Rick a passé un épisode entier à essayer de prouver que son idée de faux suicide à l'acide pour s'échapper était géniale, et que Morty manquait de clairvoyance pour le comprendre. Mais quand Morty l'a interpellé, Rick a fait ce que Rick faisait toujours, et a construit quelque chose de fou, juste pour gagner une dispute futile. Voici le dispositif de point de sauvegarde. Une télécommande qui pourrait réinitialiser la vie de Morty à un moment sauvegardé, comme un jeu vidéo. Un clic et Morty pouvait tout refaire. C'était censé être une leçon de morale, un piège ou une farce mesquine, mais Morty l'a pris et s'est enfui. Pour la toute première fois, Morty avait le contrôle total. Il a voyagé, est tombé amoureux, a vécu une romance entièrement silencieuse. Et quand tout s'est effondré dans un accident d'avion, il a juste appuyé sur le bouton de réinitialisation, encore et encore. Le gamin n'a pas seulement abusé de la technologie, il l'a maîtrisée. Rick avait donné le mode Dieu à Morty, pensant qu'il ne saurait pas l'utiliser. Mais tandis que Rick ne regardait même pas, Morty a vécu toute une vie sous le radar. Rick ne l'a compris qu'après qu'une série de réinitialisation de la chronologie ait conduit à une rupture complète du continuum espace-temps. Des avions se sont écrasés, des inconnus sont morts, des flics se sont fait vaporiser, et Rick a dû nettoyer tout ça. Et quand Morty le supplia de tout annuler, Rick le fit en révélant que chaque réinitialisation ne réinitialisait pas le temps. Il vient de créer un nouveau Morty et de tuer l'ancien. Ce qui signifie que Morty avait fait des centaines, voire des milliers de victimes. Mais la plus grosse déception, c'est que Rick a construit l'appareil pour donner une leçon à Morty. Et Morty a toujours la supériorité morale. Tout l'épisode a commencé avec Rick essayant de gagner une dispute. Cela s'est terminé avec Morty prouvant qu'il était le meilleur. Rick devait l'admettre. Et si laisser Morty pirater le mode Dieu ne suffisait pas, attendez de voir ce qui s'est passé quand Rick a essayé de prédire comment Morty allait mourir. Rick tendit à Morty un cristal de la mort, un outil qui montrait toutes vos morts, lignes temporelles et issues possibles, toutes se ramifiant en fonction de votre prochain mouvement. Rick s'attendait à ce que Morty l'utilise une ou deux fois, peut-être avoir peur, peut-être apprendre quelque chose. Mais Morty est devenu obsédé. Au lieu de cela, il a trouvé une chronologie où il est mort dans les bras de Jessica et a décidé que c'était la bonne. Chacun de ses gestes était filtré par le prisme de se rapprocher de cet unique avenir. Il a cessé de vivre et a commencé à courir après les délais. Et Rick, pour une fois, ne l'a pas remarqué avant qu'il ne soit bien trop tard. Au moment où Rick a réalisé ce qui se passait, Morty était devenu un vrai méchant d'anime. Il a esquivé des balles, manipulé des équipes d'intervention militaire et libéré Wasp Rick d'une autre dimension. Tout ça pour rester sur la voie d'une mort romantique qui n'était même pas réelle. Et quand Rick a essayé de l'arrêter, il a été empalé plusieurs fois par un adolescent. Morty a complètement déraillé la réalité et détruit le système de sécurité de clonage de Rick, le forçant à réapparaître dans des dimensions fascistes, les unes après les autres, juste pour survivre. C'est dire à quel point cette spirale était profonde. Rick mourut encore et encore, tentant de rattraper son propre protégé. Au final, Rick a tout arrangé. Mais pas avant que Morty ne transforme un outil pédagogique de science-fiction en une véritable apocalypse. Et Rick devait l'admettre. On pouvait construire la technologie, écrire le code, faire les calculs, mais on ne pouvait pas déjouer l'obsession. Après avoir vu Morty détruire la réalité au nom de l'amour, on pourrait penser que Rick aurait appris à ne plus donner de pouvoir illimité aux membres de sa famille. Mais il ne l'a pas fait. Parce que la fois suivante où il a donné un bac à sable à quelqu'un, ils l'ont utilisé pour enterrer un corps. Beth a transformé Fruppyland en scène de crime. Rick pensait être un bon père. C'est comme ça que ça a commencé. Beth était une enfant dangereuse et émotionnellement instable. Et au lieu d'une thérapie, Rick lui a construit une dimension de poche appelée Fruppyland. Un monde aux couleurs d'arc-en-ciel, aux contours doux, où Beth pourrait jouer sans jamais blesser personne. Un endroit où elle pourrait être exactement comme lui. Un peu dérangée, mais sous contrôle. Sauf qu'elle n'était pas aux commandes. Des années plus tard, quand une amie d'enfance disparut et fut présumée morte, Beth laissa échapper que Fruppyland pourrait être impliqué. Et c'est là que Rick a réalisé qu'elle avait utilisé la zone de sécurité qu'il avait construite pour se débarrasser de quelqu'un. Fruppyland était censé être incassable. Rick l'a programmé de sorte que les créatures ne puissent pas être tuées, que le terrain ne puisse pas être modifié et que Beth ne puisse pas être blessée. Mais Beth n'avait pas besoin de tuer quoi que ce soit. Elle devait juste piéger son ami à l'intérieur. Définitivement. Il s'est avéré que pendant que Rick s'affairait à donner à sa fille les outils pour jouer à Dieu, elle a découvert comment les utiliser comme tels. Elle a laissé quelqu'un là-dedans, pendant des décennies. Rick lui a donné la prison parfaite, et Beth le remplit sans sourciller. Il pensait avoir créé un sanctuaire, mais elle l'a transformé en scène de crime. Et Rick n'était même pas en colère. Il était fier. Alors si Beth transformant un parc pour bébés en scène de crime n'était pas un signal d'alarme, la prochaine action de Rick était pratiquement une provocation. Si Morty et Beth le dépassent déjà à ce stade, abonnez-vous, car les pires défaites de Rick sont encore à venir. Parce qu'en commençant à se cloner pour rester en sécurité, il a oublié que chaque version de lui était aussi paranoïaque et égoïste que lui. Pour éviter d'être assassiné, Rick a créé des familles Leurs qui étaient essentiellement des doublures robotiques qui ressemblaient, parlaient et pensaient exactement comme les vrais Smiths. Le plan était que, si quelqu'un venait les chercher, les Leurs mourraient à leur place sans risque, jusqu'à ce que les Leurs commencent à construire d'autres Leurs un par un. Chaque Rick a commencé à soupçonner que les autres n'étaient pas le vrai Rick. Et puisque chaque Leur était programmé pour être le plus intelligent de la pièce, la seule conclusion logique était que tous les autres Leurs devaient être des menaces. Cela a déclenché
déclenché une boucle infinie de Ricks et Morty se déclarant la guerre. À travers la campagne, Clone Summer a combattu Clone Jerry avec des armures médiévales et des fourches. Un leurre a construit une version en bois de la famille juste pour tromper les autres leurres qui l'ont immédiatement incendié. À un moment donné, deux fausses bêtes se sont disputées pour savoir laquelle était le clone le plus cool avant de se tirer une balle dans la tête. À la fin, il y avait tellement de versions des Smiths qu'il était facile de perdre le fil et de ne plus savoir qui avait commencé. Mais le fait est que Rick a essayé de se protéger avec des versions de lui-même et elles ont toutes implosé. Car s'il y avait une chose à laquelle Rick Sanchez ne pouvait pas survivre, c'était plus de Rick Sanchez. On pourrait penser qu'après s'être fait surpasser par ses propres leurres, Rick aurait cessé d'essayer de refaire les gens à son image. Mais ensuite, il a continué et a essayé de reconstruire quelqu'un de fond en comble. Après que Bird Person ait été abattu et transformé en cyborg sans cervelle par la Fédération Galactique, Rick a fait quelque chose de rare et a réellement essayé de sauver son ami. Il a réparé le corps de Bird Person et est entré dans son subconscient pour le ramener à la vie. Mais à l'intérieur de ce labyrinthe mental, Rick a tenté quelque chose de pire que de réparer. Il a essayé de le contrôler. Il a implanté des souvenirs, ajusté des chronologies, et même inséré une version plus jeune de lui-même dans l'esprit de Bird Person pour l'aider à le convaincre de se réveiller. Rick ne faisait pas que gérer le traumatisme de son ami. Il était en train de le réécrire, le transformant en une version où Bird Person serait reconnaissant. Il était loyal, comme au bon vieux temps. Mais ça n'a pas marché. Bird Person a résisté. Même dans un monde mental que Rick avait bâti de toutes pièces, il ne pouvait pas forcer son ami à être ce qu'il voulait. Bird Person a tout compris. Il ne voulait pas être sauvé selon les conditions de Rick, et il ne voulait pas revenir juste pour jouer les seconds rôles à nouveau. Et quand il s'est enfin réveillé, il n'est pas resté. Rick avait reconstruit chaque cellule de son corps, mais il ne pouvait toujours pas réparer une amitié. Et si l'homme-oiseau qui s'éloignait n'avait pas suffi à l'ébranler, le type suivant n'a même pas regardé en arrière. Pendant que Rick réécrivait les esprits et cherchait à tourner la page, la personne qui l'avait chassé toute sa vie n'a jamais faibli. C'est lui qui a tout déclenché. Rick Prime, la version de Rick qui a tué la femme et la fille de Seth, celle qui l'a brisé. Celui qui l'a poussé à construire le pistolet portail, le multivers, le voyage, tout le complexe scientifique de Dieu. Toute l'identité de C-37 était la vengeance. Chaque arme qu'il a construite, chaque planète qu'il a visitée, chaque Rick qu'il a déjoué, tout cela n'avait qu'un seul but, attraper un seul homme. Mais dans Solarix, nous avons finalement vu comment cette poursuite s'est terminée. Ou pas. Rick Prime ne se cachait pas. Il n'avait même pas peur. Il était juste là, imperturbable. Intouchable. Chaque fois que Rick CR-37 s'approchait, Prime lui échappait sans effort. Et le pire, c'est qu'il s'en fichait. Rick Prime considérait toute la quête de vengeance de C-37 comme une perte de temps. Une intrigue secondaire émotionnelle qui ne méritait même pas son attention. Et c'est ce qui a brisé Rick. Non pas qu'il ait perdu, mais que le gars qu'il poursuivait ne jouait même pas. Rick a construit une identité autour de la vengeance, tandis que Rick Prime ne se souvenait même pas de son nom. Il ne pouvait pas déjouer ses clones, ni réparer l'homme-oiseau. Et maintenant, le Rick dont il avait juré de se venger n'en a même plus rien à faire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes clairement fait pour le chaos. Restez dans les parages. Alors que Rick Prime le déjouait à travers le multivers, la personne suivante à l'abattre n'a même pas eu besoin de la science. Elle a utilisé quelque chose de bien plus dangereux. Une invitation de mariage. Tammy n'était qu'une amie de lycée de Summer, la fille mignonne et naïve qui est tombée amoureuse de Bird Person. Mais quand elle a invité la famille Smith à son mariage, Rick... Oui, cela seul aurait dû être le signal d'alarme. Rick ne faisait pas de mariage. Il a à peine fait de la famille. Mais il a fait le voyage, porté le costume, porté un toast. Parce qu'au fond, il aimait Bird Person. Peut-être même qu'il lui a manqué. Et pendant une seconde, Rick s'est autorisé à faire partie de quelque chose de normal, ce qui fut une grave erreur. Juste après les vœux, Tammy a révélé qu'elle était un agent infiltré de la Fédération Galactique et a tiré sur Bird Person à bout portant, a pris d'assaut la cérémonie avec des soldats et a dénoncé Rick devant tout le monde. C'était un massacre. Et Rick y a foncé tête baissée. Il n'a pas été dupé par un clone ou un leurre cette fois-ci. Il a été sorti par une adolescente munie d'un presse-papier et de codes d'autorisation. Pendant que Rick s'amusait comme un fou avec la bande, Tammy tendait un piège. L'homme le plus intelligent de l'univers s'est fait prendre par sentimentalisme. Et pour une fois, il n'avait pas de gadget dans sa poche qui puisse arranger ça. Après avoir été pris au dépourvu à un mariage, on pourrait penser que Rick aurait cessé de baisser sa garde avec les gens qu'il prétendait aimer. Mais vint ensuite le moment où il tenta de réparer sa fille en la transformant en expérience scientifique. Rick n'a pas fait de parentalité. Alors, quand Beth a commencé à remettre en question son identité et si elle devait quitter la Terre, Rick a trouvé la solution. Pour la cloner, effacer sa mémoire de qui était qui et laisser le destin décider. Une Beth allait devenir une rebelle de l'espace. L'autre resterait à la maison avec la famille. Dans son esprit, c'était ça, la croissance. Mais lorsque la vérité a éclaté et que les deux bêtes ont réalisé ce que Rick avait fait, elles ne l'ont pas remercié ni fait la paix, car elles étaient furieuses. Ce que Rick a vraiment fait n'était pas par amour. C'était pour qu'il puisse fuir ses responsabilités. Il ne voulait pas affronter les conséquences d'être un mauvais père, alors il a externalisé ça au clonage et au déni plausible. Et ça s'est retourné contre nous plus violemment que tout le reste. Ni Beth ne voulait jouer à son jeu spatial. Beth en voulait d'avoir été conçue pour la liberté. Beth, restée à la maison, en voulait d'être laissée pour compte. Et tous deux virent clair dans les mécanismes de défense habituels de Rick. Finalement, elles se sont associées pour le quitter et avancer sans avoir besoin de son approbation. Rick pensait avoir trouvé la solution en clonant sa fille. Mais les deux bêtes sont parties. Et nous n'avons pas encore touché le fond. Laissez un commentaire si vous avez deviné ce qui occupe la première place.
Après avoir perdu les deux versions de Beth, on pourrait penser que Rick, il a finalement appris à ne plus jouer à Dieu. Mais vint ensuite l'échec et mat ultime de la seule personne que Rick avait sous-estimé toute sa vie. Rick pensait que la citadelle était un endroit sûr, un lieu construit par des Ricks, géré par des Russes de Ricks, alimenté par une réserve inépuisable de Mortis jetables. Il a appelé cela une structure. Evil Morty a vu la réalité en face. Une prison multiverselle conçue pour protéger l'ego d'un seul homme. Et il a décidé de tout réduire en cendres. À partir du moment où le Morty maléfique a fait semblant d'être un pion lobotomisé. En conclusion, Rick rétorque qu'il avait 10 coups d'avance. Il a piégé Rick C-37 pour meurtre, a disparu dans l'ombre, puis a refait surface lors du chaos de Ricklantis en tant que militant pour les droits des Morty. Rick ne l'a même pas remarqué. Trop occupé à être peu impressionné par le Rick du temps. Maria Jack roulait, Evil Morty était président avec le contrôle total des systèmes de la citadelle. Et c'est là que le masque est tombé. Il a révélé la vérité. La courbe finie centrale, un pare-feu multiversel qui a filtré les réalités où Rick n'était pas l'homme le plus intelligent. Rick n'a pas seulement créé la citadelle. Il a truqué le cosmos entier. Le dernier coup de Morty maléfique fut de détruire la courbe et de partir. Parce que la pire insulte pour un Rick était un Morty qui n'avait plus besoin de lui. Rick pensait jouer aux échecs en 4D, mais il s'est avéré qu'Evil Morty avait déjà retourné l'échiquier. Il s'est échappé du multivers que Rick a construit, mais quelqu'un d'autre est allé plus loin. Parce que si Evil Morty a enfreint les règles, le prochain adversaire les a écrites. Et Rick n'a jamais réalisé qu'il n'était qu'un autre artifice scénaristique. Au début, ça ressemblait à une autre aventure aléatoire de Rick et Morty. Un trajet en train chaotique, rempli de batailles ridicules, de retours de mémoire et d'absurdités narratives. Mais à mi-chemin, ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas dans un train, mais en fait à l'intérieur d'un dispositif narratif. Le train de l'histoire était un moteur narratif littéral, conçu pour simuler des aventures infinies de Rick et Morty, monétiser leurs arcs et donner un sens à un chaos dénué de sens. Eric, le gars qui se moquait de la continuité et brisait le quatrième mur, s'est fait avoir. Il a tout essayé, tué Jésus, vaincu des dieux, changé de genre, réécrit des arcs de personnages et même utilisé le méta-commentaire comme arme. Mais ce n'était pas suffisant. Le train de l'histoire se pliait à chaque instant pour s'adapter à une structure en 3 actes. Rick y a survécu de justesse et n'a pu s'échapper qu'en le piégeant pour qu'il s'écrase avec un message d'intérêt public maladroit sur l'achat de la version jouée. Et même cela faisait partie de l'histoire. Apparemment après le générique, lorsque le train de l'histoire s'est révélé être un produit de consommation littérale en vente dans un magasin de jouets. Rick n'était pas l'auteur. Il n'était même pas le protagoniste. Il était une marchandise, une propriété intellectuelle figée dans une boucle moralisatrice. L'homme le plus intelligent de l'univers n'a pas seulement perdu le combat, il a perdu face au scénariste. Certaines de ses pertes étaient tactiques, d'autres cosmiques. Mais chacun d'eux ébranlait le mythe du génie intouchable de Rick. Parce que malgré tous ses plans de secours technologiques et son ego, Rick Sanchez peut encore être déjoué. Parfois par un Morty, parfois par un train. Si vous aimez les analyses qui révèlent les dessous de vos personnages préférés, abonnez-vous. Ensuite, nous avons toutes les versions de Rick expliquées.